Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue sur ce 68e épisode de Relationnellement Vôtre. Toutes rubriques confondues, c'est-à-dire si on inclut Parlons Relation, Parlons Vrai, Questions de connexion et Histoire de connexion, en réalité il s'agit du 100e épisode du podcast. Ça se fête, non? Mais en tout cas, un grand merci à vous qui écoutez, qui suivez, qui soutenez Relationnellement Vôtre. C'est vraiment encourageant et c'est très précieux. Cela fait quelques semaines maintenant que la confiance, l'espérance et l'amour sont abordés sous différents angles. Cette semaine, je vous propose de passer la confiance à la loupe. Vous avez probablement déjà été confronté à des situations qui ont mis en évidence un manque de confiance en vous. Vous savez, ce sont ces phrases pleines de doutes qui viennent avec une voix familière pour remettre en cause qui vous êtes. Par exemple, je ne suis pas assez, je suis trop, je ne mérite pas tant, etc. Elles viennent aussi remettre en cause ce que vous pouvez faire. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je n'ai pas les compétences pour. Elles viennent aussi remettre en cause ce que vous voulez, vos décisions. Je ne sais pas si je fais le bon choix. Peut-être que ce n'est pas le moment de me lancer. Vous voyez de ce dont je veux parler? Et comme le manque de confiance fonctionne rarement seul, qui dit manque de confiance en soi, dit manque de confiance en l'autre. Vous avez peut-être tendance à vous dire « Je ne sais pas si je peux vraiment me confier à lui ou à elle sur ce que je vis. Peut-être qu'il va l'utiliser contre moi ou le répéter à quelqu'un d'autre. » Vous vous dites peut-être « Il vaut mieux que je me débrouille tout seul, toute seule, je ne suis pas certaine de pouvoir compter sur cette personne. » Ou « Qu'est-ce qui me prouve qu'il est ou qu'elle est vraiment sincère dans sa relation avec moi ?» La confiance étant au cœur de notre épanouissement personnel et relationnel, au fond, savons-nous vraiment ce qui se joue quand il est question de confiance? C'est vrai après tout, que signifie avoir confiance en soi? D'où vient la confiance en soi? Qu'est-ce que la confiance en autrui? Et la confiance en Dieu dans tout ça? Alors, autant vous dire dès maintenant que les trois sont étroitement liés, mais avant de vous expliquer en quoi c'est le cas, j'aimerais apporter quelques précisions en commençant par vous partager la manière dont la confiance se construit. Il faut savoir que la confiance, qu'il s'agisse de la confiance en soi ou de la confiance en autrui, naît de la qualité du lien, ou plutôt du sentiment de sécurité issu du lien d'attachement tissé dans les premières relations de notre petite enfance. C'est le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby qui a développé la théorie très connue de l'attachement. Il s'agit de ce lien plus ou moins sécure ou insécure qui se tisse entre le tout petit et les personnes qui s'occupent le plus de lui. Cet attachement permet d'acquérir et de développer un sentiment de sécurité intérieure, une sécurité affective, autrement appelée la confiance intérieure. Cette sécurité est la sécurité de base nécessaire dans tous les domaines de notre vie. Et c'est grâce à cette sécurité intérieure que la confiance va donc se construire et elle est fondamentale à une confiance en soi positive, solide et pour faire confiance à autrui. L'attachement se crée à partir de la manière dont les parents ou tout autre adulte qui s'occupe de l'enfant va répondre ou vont répondre aux besoins du tout petit. Par besoin, j'entends à la fois le besoin d'être nourri, changé, aimé, protégé, consolé, réconforté, etc. Il s'agit vraiment de la réponse de l'adulte à n'importe quel besoin exprimé par le bébé. Et il y a des besoins primaires, des besoins fondamentaux auxquels on ne peut pas couper. Plus la réponse sera adaptée, cohérente et stable, plus elle procurera à l'enfant un sentiment de sécurité. Un attachement dit sécure permettra à l'enfant de se sentir désiré, accueilli, respecté, protégé, écouté, entendu, bref, aimé. C'est alors qu'il aura cette sécurité intérieure nécessaire pour oser être lui-même, oser s'exprimer, oser explorer le monde au sens large du terme, car il peut s'agir d'explorer son monde intérieur, c'est-à-dire faire face à ses émotions, ses pensées, ses choix, ses croyances, comme d'explorer le monde qui l'entoure, de faire des expériences nouvelles, d'aller vers l'inconnu, de tenter des apprentissages, de tester ses capacités. Vous commencez à voir le lien avec la confiance en soi, je suppose. Et sur le plan relationnel, c'est un enfant, puis un adulte, qui ira facilement vers d'autres personnes, tisser d'autres relations, quel qu'en soit le type, que ce soit des relations familiales, amicales, professionnelles, amoureuses, en s'ouvrant facilement et en accueillant l'autre tel qu'il est, parce qu'il se sait et se sent suffisamment aimé et accepté tel qu'il est à la base. Par contre, si l'adulte responsable de l'enfant est absent physiquement, psychologiquement,
que ses réponses sont instables, imprévisibles, voire violentes, il est fort probable que les besoins ne soient pas comblés et ne le soient pas de manière appropriée. Du coup, l'enfant va douter de sa capacité à être désiré, accueilli, respecté, écouté, entendu, aimé, accepté tel qu'il est. L'attachement sera alors dit insécure. Dans ce cas, l'enfant grandit avec une insécurité intérieure. C'est ce qui ouvre la porte au manque de confiance en soi, à travers des doutes sur qui l'enfant est, sur sa valeur. Ça fragilise donc l'estime de soi. Ça peut aussi provoquer des doutes au niveau de ses capacités, de ses compétences. L'enfant croit qu'il ne peut pas y arriver tout seul, qu'il ne sait pas comment faire. Et enfin, ça peut aussi générer des doutes par rapport à sa place, avec la peur de déranger, la peur du coup d'exprimer ses besoins, ses envies, ses idées, ses ressentis, etc. L'insécurité maintient dans des schémas de pensée régis par la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de décevoir, la peur de la réaction d'autrui, la peur de faire des erreurs, la peur de l'échec, la peur de souffrir, et la liste peut être vraiment longue. Dans le cas d'un attachement insécure, il y a une mobilisation inconsciente des ressources internes dans l'anticipation, la vigilance, la protection, le contrôle. La prise de risque, que ces risques soient personnels ou relationnels, est donc limitée, et l'exploration de l'inconnu, de la nouveauté, du monde, est perçue comme un danger potentiel. Bien sûr, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. L'attachement est à voir comme un continuum allant de l'insécurité à la sécurité, chacun se situant à un certain niveau de sécurité ou d'insécurité. De même, il y a des degrés variables de confiance ou de manque de confiance, qu'il s'agisse de la confiance en soi ou de la confiance en l'autre d'ailleurs. Le type d'attachement est censé rester stable. Il est censé rester le même au fil du temps, au fil de notre développement. Un attachement insécure durant l'enfance peut difficilement devenir un attachement sécure à l'âge adulte par le simple fait du temps. L'attachement ne peut évoluer que si on fait un travail sur soi. Sans ce travail, on est amené à reproduire les mêmes schémas, les mêmes mécanismes dans nos relations tout au long de la vie. De manière très résumée, on pourrait dire que la confiance se développe à plusieurs niveaux durant l'enfance. Le premier niveau, c'est l'attachement, développé durant les 2 premières années de vie, qui va générer le sentiment de sécurité ou d'insécurité intérieure. La sécurité permettra de voir émerger une estime de soi forte, positive, solide. Je compte, je suis désiré, accepté, aimé, etc. Et l'insécurité intérieure viendra malheureusement mettre tout cela en doute, en entraînant une estime de soi faible, négative et fragile. Ensuite, le deuxième niveau, c'est justement la confiance en soi. Autour de l'âge de 2 ans, l'enfant cherche à affirmer son individualité et à se détacher de l'adulte avec la période du non. À travers cette phase d'opposition, ce qu'il refuse de faire, ce qu'il refuse que l'adulte fasse avec lui ou pour lui, l'enfant tente inconsciemment de dessiner les contours de qui il est, en découvrant ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ressent, et s'il peut l'exprimer. On voit alors poindre la confiance en soi, ou les prémices du manque de confiance en soi. J'exprime qui je suis, ce que je ressens, ce que je pense, ce que je veux, ou au contraire, je n'ose pas l'exprimer. Ensuite vient la phase de la confiance en ses compétences. Cette confiance vient s'appuyer sur la sécurité intérieure et la confiance en soi, plus ou moins développée lors des phases précédentes. À travers les apprentissages, l'enfant va plus ou moins oser l'autonomie. Je peux faire tout seul. Je sais faire tout seul. On voit alors des enfants oser prendre des initiatives, explorer, essayer, se tromper, recommencer. Lorsque le manque de confiance a déjà fait du chemin, c'est malheureusement l'inverse qui se produit. L'enfant doute de sa capacité à faire tout seul, pense qu'il ne peut pas ou qu'il ne sait pas faire, et a tendance à laisser faire l'adulte ou à avoir fortement besoin de l'adulte. L'enfant n'ose pas ou ne préfère pas essayer, il a peur de se tromper, et quand c'est le cas, c'est le drame. Et il ne veut pas recommencer. Il est important de relativiser nos réactions afin d'aider l'enfant à réaliser que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Face à une difficulté à sa portée, ne courons pas tout de suite au secours de l'enfant en essayant de lui donner des solutions. Ça peut avoir du bon de ne pas faire à sa place, mais de le laisser chercher des solutions pour qu'il se rende compte qu'il est capable d'en trouver et de les appliquer. Enfin, une quatrième phase ou un quatrième niveau de confiance, c'est la confiance sociale ou relationnelle. C'est durant cette phase que se construit la capacité à trouver sa place au sein du groupe et la confiance en l'autre. L'enfant va chercher à se comparer, s'évaluer, s'affirmer, et puis il fera des expériences relationnelles au cours desquelles il découvrira l'autre et testera s'il peut ou non lui faire confiance.
Je récapitule donc. La confiance se construit à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la sécurité intérieure à travers l'attachement, puis on passe à la confiance en soi, puis la confiance en ses compétences, et enfin, la confiance sociale ou la confiance relationnelle. Maintenant, voyons quelles sont les interactions qu'il existe entre confiance en soi et confiance en l'autre. Vous remarquerez que d'une certaine manière, les schémas qui se jouent dans l'attachement, la mise en place de l'attachement du tout petit, se rejouent à quelques nuances près dans chacune de nos relations et ce, tout au long de la vie. Plus nous nous sentons appréciés, accueillis, respectés, écoutés, entendus, acceptés tels que nous sommes, plus nous aurons un sentiment de sécurité dans la relation. Ça va continuer à renforcer la confiance en soi et la confiance en l'autre. Donc peu importe l'âge, les besoins d'être apprécié, accueilli, respecté, écouté, entendu, accepté, etc., parce que c'est pas les seuls, les besoins demeurent à un degré relatif à chacun. Et ils seront d'autant plus criants s'ils n'ont pas été suffisamment comblés durant l'enfance. En d'autres mots, plus il y a d'insécurité intérieure, malheureusement, plus le chemin parcouru pour se sentir apprécié, accueilli, accepté, écouté, entendu, peut être long et semé d'embûches à la fois pour la personne qui le vit et pour les personnes qui tentent de répondre à ses besoins. Ça me fait penser à cette femme qui ne s'est pas sentie écoutée durant son enfance. Son entourage ne tenait pas compte de ce qu'elle exprimait, qu'il s'agisse de ses émotions, de ses envies ou de ses pensées. Elle a donc appris à se taire. Le hic, c'est qu'elle a grandi en ne sachant pas comment exprimer tout ça. Au fil de ses relations, elle a été confrontée aux demandes de ses amis ou de ses relations amoureuses de parler d'elle, de partager ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et elle a réalisé qu'elle avait de grandes difficultés à s'ouvrir et surtout, elle s'est rendue compte que lorsqu'elle le faisait, ça sortait mal. Ses relations se sont mises à se braquer, à lui faire des reproches et ces relations ne prenaient pas en compte ce que cette femme exprimait. Elle en est donc revenue à se dire « il vaut mieux que je me taise parce que de toute façon, personne ne m'écoute ». Voilà pourquoi on dit bien souvent que le manque de confiance en soi entraîne un manque de confiance en l'autre. C'est une autre manière de dire que la sécurité intérieure n'étant pas suffisante, de multiples doutes s'installent au niveau de la confiance en soi. Ça impacte la confiance en ses compétences et par extension, ça impacte aussi le niveau de confiance relationnelle. La confiance en l'autre passe donc par la confiance en soi, notamment par cette sécurité intérieure qui nous permet d'oser la relation, de prendre le risque de la relation. Mais il y a aussi la sécurité affective, cette sécurité ressentie au sein de la relation qui fait qu'on se sent en confiance et qu'on peut montrer qui on est et que l'autre peut en faire autant. La particularité de la relation avec Dieu, c'est que nous avons été créés avec une mesure de foi. Chacun de nous a la capacité de croire en Dieu. Le hic, c'est que l'insécurité intérieure développée au cours de notre enfance et de nos expériences de vie peut amener à douter à plusieurs niveaux et donc y compris dans la relation avec Dieu. On peut douter de ce qu'on mérite de recevoir de lui. On peut douter de pouvoir être aimé, pardonné, accepté, entendu, de pouvoir être exaucé par lui. On peut douter de ce qu'il peut faire pour soi. Peut-il vraiment m'aider à sortir de cette situation ? Est-il vraiment capable de faire des miracles ? Ou encore, on peut douter de la relation. Nos expériences sociales et relationnelles douloureuses vont nous amener à douter d'autrui et par extension, à douter de Dieu. Est-il vraiment fiable ou va-t-il aussi m'abandonner, me trahir, me blesser, me laisser tomber quand j'aurai le plus besoin de lui, comme d'autres personnes ont pu le faire ? Comme dans toute relation, il est nécessaire d'oser la relation, de faire des expériences et de voir si cette relation peut être un espace de sécurité dans lequel une confiance mutuelle pourra émerger. Il y a une double interaction. Il y a ce qu'une personne va faire qui vient combler les besoins énoncés précédemment. Ça va nous procurer un sentiment de sécurité qui augmente la confiance en soi et en l'autre. Et dans le cas contraire, l'inverse se produit. Ce qu'une personne dit ou fait, qui va à l'encontre de nos besoins, génère de l'insécurité. Ça va endommager à la fois la confiance en soi et la confiance en cette personne à travers le manque d'appréciation, le manque d'accueil, le manque d'acceptation, le manque de respect, le manque de valorisation, le manque d'écoute, le manque de considération, le manque de soutien, etc. Toutefois, la confiance en l'autre ne dépend pas uniquement de ce que la personne va dire ou faire. Ça va aussi dépendre de notre capacité à lire, accueillir, recevoir les actes et les paroles d'appréciation, d'accueil, d'acceptation, de respect, de valorisation, d'écoute, de considération, de soutien, tels qu'ils sont. Car nous développons tous des filtres
des lunettes avec lesquelles nous allons regarder et interpréter le monde qui nous entoure. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les filtres, c'est la thématique développée dans l'épisode 41. Le lien figure en description de l'épisode. Les filtres peuvent faire que nous allons percevoir différemment l'amour, la bienveillance, l'acceptation, la valorisation et toutes les autres réponses à nos besoins apportées par nos relations. L'écho en nous peut être biaisé en fonction des carences et des blessures déjà présentes dans nos cœurs. Par exemple, une personne qui a profondément manqué de valorisation sera potentiellement très sensible aux mots. Vous pouvez énoncer 10 paroles valorisantes et une malheureuse critique ou un reproche, et elle retiendra cette critique, ce reproche, pour dire qu'elle n'est pas valorisée dans la relation. Elle va donc se mettre à douter et ça va contribuer à maintenir un certain manque de confiance en soi et en l'autre, alors que la démarche de départ était bienveillante. Il y a eu entre guillemets une petite erreur de parcours, mais ça arrive à tout le monde. Sauf que cette personne a retenu le seul point négatif parmi la masse de 10 paroles valorisantes à cause de ces filtres. Donc la confiance en l'autre est vraiment cette interaction ou cette double interaction entre ce que l'autre peut dire et faire et notre capacité à accueillir ce que la personne va nous apporter comme réponse à nos besoins qui peuvent contribuer à construire la confiance. Quelles sont les conséquences du manque de confiance en soi ? Eh bien, quand la confiance en soi est endommagée, elle affecte 4 axes majeurs. Ça affecte nos traits de caractère, notre état intérieur, ça affecte donc qui on est ou ce qu'on ressent. On peut être très exigeant, perfectionniste, ou on peut être susceptible. On peut aussi être passif, être dans une gentillesse excessive, par exemple. On ressent alors de l'anxiété, de l'angoisse, des inhibitions, des blocages. Un autre axe, c'est que ça affecte nos comportements. On peut craindre le changement, en faire plus, toujours plus, ou au contraire, fuir la difficulté, fuir le changement, fuir la nouveauté, fuir l'inconnu. On peut chercher à avoir constamment raison. Ça affecte aussi nos choix, nos prises de décision, avec des difficultés à savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On peut avoir tendance à refuser les responsabilités ou au contraire à les rechercher pour avoir le contrôle. On peut avoir du mal à s'engager. Bien souvent, le manque de confiance en soi amène à choisir des situations qui nous maintiennent dans ce manque de confiance. Des situations dévalorisantes, abusives, qui alimentent le manque de confiance en soi. Des situations d'échec, parce qu'elles ne nous correspondent pas. Ou bien on peut choisir des situations qui nous rassurent parce qu'on maîtrise parfaitement les situations, ou qu'on a du pouvoir, du contrôle sur les gens, qu'on les domine. Ou encore, on peut choisir des situations frustrantes, où on n'a pas la possibilité de s'exprimer, où notre potentiel est sous-utilisé, ou même choisir des relations dont on n'a pas envie. Ce sont des choix qui sont faits à travers le manque de confiance en soi, et non à partir de ce que l'on veut vraiment. Enfin, le 4e axe, touché par le manque de confiance en soi, ce sont nos relations, bien sûr. En ne faisant pas confiance à l'autre, en ne voulant pas demander d'aide, ou au contraire en étant constamment dans la demande d'aide, en ne se croyant pas capable. Ça affecte aussi les relations en ayant tendance à vouloir dominer, ou au contraire à s'effacer, à être passif, à avoir beaucoup de barrières, pour pas dire des murailles, à tout garder pour soi, au contraire, à être très ouvert et à ne pas savoir dire non. Ce sont des exemples parmi d'autres. Si vous vous retrouvez dans certains de ces exemples, pas de panique. Ça peut évoluer, on peut travailler dessus. D'ailleurs, vous pouvez vous dire c'est bien beau tout ça, mais que faire pour développer la sécurité intérieure dont on a pu manquer afin de regagner ou de gagner en confiance en soi et en confiance en l'autre ? Eh bien, voici 2 tips. Le premier conseil, c'est bien sûr de faire un travail sur soi, en étant accompagné par un ou une professionnelle. Vous pourrez identifier les manques de manière à les combler. Est-ce que c'est un manque de valorisation ? Est-ce que c'est un manque d'appréciation ? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir été désiré ? Donc du coup, en fonction des besoins que vous avez, le travail ne sera pas le même, parce que les besoins ne seront pas comblés de la même manière. Vous pourrez aussi découvrir qui vous êtes, votre valeur, et ce dont vous êtes capable en vous libérant des croyances limitantes de votre enfance. Parce que l'insécurité intérieure qui s'est créée durant l'attachement de notre toute petite enfance peut perdurer de manière inconsciente, tant qu'on ne met pas le doigt dessus, avec beaucoup de mensonges finalement, de choses qu'on est convaincu de ne pas pouvoir faire, de ne pas savoir faire, des fausses croyances par rapport à qui on est, par rapport à notre identité. Et c'est important de pouvoir à un moment s'arrêter, faire le point là-dessus pour s'en libérer, mettre en lumière la vérité dans tout ça.
Le deuxième conseil que je pourrais vous apporter, c'est de favoriser les relations avec des personnes qui répondent avec ouverture et aisance à vos besoins, que ce soit un besoin d'accueil, d'acceptation, de valorisation. Et je vous laisse reprendre la liste. Une personne capable de faire ça présage une certaine sécurité intérieure. Elle ne va donc pas venir appuyer sur vos blessures, mais au contraire, elle peut contribuer à les soigner. Alors, évidemment, la relation étant un espace de partage et non un espace de thérapie, le but n'est pas de faire peser des attentes sur l'autre afin qu'il vous aide à soigner vos blessures et compense vos manques affectifs. Toutefois, la relation peut contribuer naturellement à ce que des choses se mettent en place dans le processus de guérison, tout simplement parce que ce sera une relation saine. Il y a eu beaucoup d'informations dans cet épisode. Je vous encourage à le réécouter pour pouvoir vraiment asseoir tout ça. En tout cas, avant de s'arrêter, en bonus, j'aimerais vous partager une réflexion personnelle. Comme je vous le disais, la confiance en l'autre ne dépend pas que d'autrui. Elle dépend aussi de notre capacité à nous ouvrir à l'autre et à le laisser entrer. Si je reprends l'image de notre jardin intérieur, il s'agit de mutuellement se donner un accès au jardin de l'autre. Et je dis bien donner un accès qui devient de plus en plus privilégié au fur et à mesure que la relation évolue et en fonction du type de relation, bien sûr. La réflexion que j'aimerais vous partager porte sur la relation amoureuse. Une fois en couple, est-ce qu'on continue à donner accès à l'autre à notre jardin intérieur ou lui donne-t-on la propriété de ce jardin ? Si je me suis posé cette question, c'est parce que j'ai déjà entendu plus d'une fois des personnes dire à la personne qu'elles aiment « je te donne mon cœur ». Vous vous dites « mais c'est symbolique, faut pas prendre ça au pied de la lettre, la personne n'est pas véritablement propriétaire du jardin intérieur de l'autre ». Ce qui m'interpelle, c'est que ce positionnement donne tous les droits au vis-à-vis. Quand vous dites à une personne « je te donne mon cœur », vous êtes en train de lui donner les clés de votre vie. C'est pas rien. Ça peut laisser place à une certaine emprise, à une forme de dépendance affective même. Et si en plus il y a une séparation ou un schéma récurrent de relations toxiques ou de relations abusives, ça peut être profondément destructeur et perturbant de changer de propriétaire à chaque relation amoureuse. Si vous voulez des relations saines, libre choix à vous de donner autant d'accès que vous le souhaitez à l'être aimé. La question que je me pose et que j'aimerais vous poser du coup, c'est voulez-vous vraiment faire de votre vis-à-vis le propriétaire ou la propriétaire de votre jardin intérieur ? J'aimerais juste vous alerter sur le danger que ça peut représenter pour votre santé mentale et spirituelle. Personnellement, j'ai opté pour « je t'ouvre mon cœur » au lieu de « je t'offre mon cœur » quand il s'agit de la relation amoureuse. Par contre, si vous êtes croyant ou croyante, il y a une personne à qui vous pouvez offrir votre cœur en toute sécurité, c'est le Créateur pour le coup, parce qu'il est amour. Il ne fera pas n'importe quoi de votre cœur, ça c'est sûr. Et c'est d'ailleurs le principe de la foi, c'est cette confiance totale, cet abandon, ce lâcher-prise dans la relation avec Dieu. Alors, choisissez-vous d'offrir ou d'ouvrir votre cœur et à qui ? Ça demande de la confiance. Je vous laisse y réfléchir tranquillement. Voilà, ce 68e épisode du podcast est terminé. Vos avis, vos idées, vos questions et surtout vos témoignages sont les bienvenus. Vous pouvez les partager à l'adresse relationnellementvôtre@gmail.com. Vous recevrez une réponse dans les meilleurs délais et sachez que c'est vraiment une joie de pouvoir échanger avec vous, d'avoir des retours qui permettent d'améliorer, de développer le podcast. D'ailleurs, l'épisode de cette semaine est le dernier du mois de juin. Dès la semaine prochaine va débuter une pause de plusieurs mois au niveau du podcast. Mais rassurez-vous, il y aura quelques publications sous forme de vidéos de temps en temps sur la chaîne YouTube. Donc pensez bien à vous abonner si vous ne voulez pas les manquer. J'espère revenir vers vous avec des nouveautés pour le dernier trimestre 2024. Sinon, ça sera pour janvier 2025. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai des nouvelles dans la newsletter. Et là encore, vous pouvez vous abonner. Les liens se trouvent en description de l'épisode. Relationnellement Vôtre vous dit au revoir, mais rassurez-vous, ça va reprendre. Ce n'est qu'une pause afin de faire évoluer le contenu. Sur ce, continuez à prendre bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver. Relationnellement Vôtre.